Coucou, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je refais une petite vidéo s'agissant de la disparition d'Émile en complément avec ma vidéo, la vidéo que j'ai postée mardi dernier. Voilà, c'est vrai que dans un premier temps, moi personnellement j'imaginais que la piste de l'accident domestique, la piste familiale était à privilégier, mais c'est vrai que mon avis il fluctue en fonction du temps, en fonction des jours qui passent. Un jour je peux imaginer que l'enlèvement est la piste privilégiée, le lendemain me dire que c'est la famille qui est impliquée, bref. C'est vrai que à l'image des enquêteurs, aucune piste pour le moment n'est à écarter. Et là, ce qu'on peut être sûr, enfin il y a un truc dont je me rends compte, c'est qu'on a entendu beaucoup d'informations s'agissant des parents et des grands-parents d'Émile, mais on n'a bizarrement aucune information s'agissant des enfants de la fratrie. On a on n'a pas de détails concernant le déroulé des événements dans la journée. On a vraiment, et ça m'interpelle un peu. Enfin, je veux dire, je trouve que les enquêteurs ou les médias restent vraiment très mutiques s'agissant des enfants de la famille. Alors, on sait que la fille aînée, donc la mère d'Émile, a 25 ou 26 ans, qu'elle a une sœur cadette qui doit avoir 2 ou 3 ans de moins qu'elle, qui doit avoir une petite vingtaine d'années. Sinon, concernant les autres enfants, on n'a pas d'informations. Alors après, vous me direz, bah oui, mais bon, ils sont mineurs, c'est normal, on les protège. Oui, d'accord, j'entends bien, mais bon. Donc on sait que le plus jeune des enfants a 7 ans, qu'un certain nombre d'enfants a entre 7 et 12 ans, que certains sont adolescents, peut-être que certains sont majeurs, peut-être que certains ont entre 18, 20, 22 ans, bref. Et c'est assez étonnant de voir que durant cette journée, on n'ait pas plus d'informations sur les enfants que ça. Alors je m'explique. Déjà, au début de la disparition, on nous disait que ce n'était pas une réunion familiale, contrairement à ce qui avait été dit au début, mais les grands-parents et les enfants qui étaient présents donc, au domicile, donc qui était leur résidence secondaire. Donc, les grands-parents, pour rappel, sont à la tête d'une fratrie de 10 enfants. Donc, au début, on nous dit que 8 des 10 enfants sont présents chez les grands-parents. Donc, les deux filles plus âgées ne sont pas là. Et puis ensuite, là, récemment, on nous a dit que non, ils étaient 6. Enfin bref, on ne sait pas qui était présent exactement au domicile. Et je trouve ça un peu étrange, personnellement. Pourquoi étrange? Alors, pourquoi étrange? Parce que je pense qu'il serait intéressant de savoir, mais ça je pense que les enquêteurs, s'ils sont aussi mutiques, c'est peut-être parce qu'ils ont des indices qu'ils ne veulent pas divulguer et qu'ils veulent préserver le secret de l'instruction. Mais évidemment qu'il est fondamental de savoir qui faisait quoi au moment de la disparition d'Émile, et notamment les enfants présents. Alors qui était présent? Ces enfants, bon voilà, c'est une journée caniculaire, un samedi du mois de juillet pendant les vacances scolaires. J'imagine bien qu'ils n'étaient pas claquemurés toute la journée entre 4 murs de la maison des grands-parents. Même si c'est une famille qu'on a dit que certains ont dépeinte comme sectaire ou un peu renfermée sur elle-même, je suppose que ces enfants se promenaient dehors, avaient peut-être des activités sportives, faisaient des promenades, des randonnées, du vélo, je ne sais pas quoi. Et éventuellement, ils avaient peut-être aussi des amis, des copains qu'ils côtoyaient, qu'ils avaient l'habitude de côtoyer à chaque été, à chaque vacances scolaires. Et peut-être qu'il y avait d'autres personnes présentes au domicile des grands-parents à ce moment-là. Peut-être des amis, des petits copains, ou je sais pas moi, des camarades de jeu, enfin voilà. Même si on dit que la famille était un peu renfermée, vous n'allez pas me faire croire que les enfants étaient claquemurés
enfermés entre quatre murs toute la journée. Non, non. Donc ils étaient allés se promener, il y en a peut-être qui faisaient du VTT, du vélo. On a dit que dans la journée, la matinée, les enfants jouaient à la cabane, hein, qui est située pas très loin du domicile des grands-parents, qui jouaient ensemble. Ben voilà, est-ce que Émile à un moment n'a pas joué avec eux, enfin voilà. Je trouve qu'on reste très très discret s'agissant de ces enfants. Alors moi j'ai pensé aussi à une autre hypothèse. Donc on a parlé de l'enlèvement. Finalement l'enlèvement à un moment je me disais c'est peut-être pas très vraisemblable. Mais c'est peut-être pas si invraisemblable que ça au final. Parce que ce hameau qu'on décrit isolé, perdu au milieu de nulle part, où il passe jamais personne, bah pour un hameau isolé, il était quand même pas mal fréquenté, surtout au mois de juillet, parce que ça reste quand même un lieu un peu touristique, donc il y a toujours des gens de passage, il y a des randonneurs, il y a des touristes qui visitent les environs, il y a peut-être des gens qui font du VTT, il y a des gens qui se promènent, il y a des gens qui font peut-être aussi du camping. Donc en fait, il n'est pas si isolé que ça, ce hameau. Contrairement à ce qu'on a voulu nous faire croire. Donc l'hypothèse où l'enfant tomberait sur quelqu'un de mal intentionné, potentiellement quelqu'un de passage, hein, je ne sais pas, un randonneur, quelqu'un qui fait du camping et qui aurait été enlevé par une personne de passage, n'est pas si... finalement ne paraît pas si impossible que ça. Alors moi, ce qui me gênait, c'est de savoir si l'enlèvement avait eu lieu vraiment dans le centre du hameau. Je ne comprenais pas comment les gens présents sur place, hein, que ce soit des voisins, des habitants, n'aient rien vu ni rien entendu. Mais si on part du principe que l'enlèvement a été effectué non pas dans le centre du hameau, mais dans le bois derrière les maisons ou dans un sentier forestier à côté, ça paraît ça paraît éventuellement possible. Bon, reste toujours à savoir si on n'écarte pas cette piste, comment les éventuels ravisseurs ont pu enlever l'enfant et l'emmener loin. Parce que s'ils étaient à pied, c'est vrai que c'est un peu compliqué, à moins qu'ils aient garé une voiture un peu plus loin et qu'ensuite ils aient pu enlever l'enfant discrètement sans que personne ne se rende compte de rien. C'est possible. Hein. Voilà. Donc, cette piste de l'étranger qu'enlèverait Émile, bah, pourquoi pas, hein, au final. Elle n'est pas moins vraisemblable que la piste de l'accident familial. On peut aussi éventuellement imaginer un enlèvement qui aurait été effectué pas un étranger au village, mais par une personne que Émile connaissait. Donc Émile est quand même décrit comme un enfant pas du tout timide, qui avait l'habitude de parler, de dire bonjour à des gens qu'il ne connaissait pas, des étrangers. Donc un gamin qui se lie facilement, qui a le contact facile et donc qui peut facilement parler à un adulte. Mais on peut aussi imaginer que s'il y a eu enlèvement, le ravisseur soit quelqu'un qu'Émile connaissait, que ce soit dans la famille, dans l'entourage familial, parmi les voisins, quelqu'un qui serait animé de mauvaises intentions, donc soit pour se venger de la famille, pourquoi, je ne sais pas pour quel motif, mais une histoire de vengeance, de rancœur, de jalousie, ou quelqu'un qui est tout simplement mal intentionné, un déséquilibré, qui voudrait s'en prendre à l'enfant. Et qui aurait pu l'attirer dans un piège, dans un guet-apens. Par exemple, lui aurait parlé quelque temps avant, plutôt dans la journée, il aurait remarqué que l'enfant déambulait seul dans la rue, il aurait dit, bah tiens, rejoins-moi dans l'après-midi, on va jouer à cache-cache, j'ai une surprise pour toi, mais chut, c'est un secret, il ne faut pas en parler à ta famille, hein, ça reste entre nous. C'est possible. Et donc l'enfant serait parti de lui-même du domicile pour rejoindre cette personne qui ensuite en aurait profité qu'il soit suffisamment éloigné du centre du hameau pour l'enlever en toute discrétion. Donc ça peut être en fait un mélange des deux. Hein. Ça peut être un mix entre l'enlèvement opportuniste, l'enlèvement prémédité, c'est-à-dire que quelqu'un
d'étrangers au village ou quelqu'un que connaissait Émile, l'un ou l'autre, hein, lui parle quelque temps avant et lui disent viens, suis-moi, Émile, on va aller dans tel coin cet après-midi. Voilà, l'entraîne dans un piège. Hein. Peut-être, bon, l'enfant a été aperçu seul par des témoins, mais peut-être qu'il suivait quelqu'un qui était un peu plus loin, qui lui avait dit bon, bah, viens, on va se retrouver dans la forêt, on va se retrouver dans les bois, on va jouer dans la cabane, etc. Donc voilà. Donc c'est finalement l'enlèvement n'est pas forcément une piste à négliger. Voilà. Et il y a également pour en revenir aux enfants de la famille, moi il y a une piste hein, à laquelle j'ai pensé. Alors attention, hein, je dis absolument pas que les enfants de la famille sont pour quoi que ce soit dans la disparition d'Émile. J'ai mis seulement une hypothèse. Hein, attention, c'est du conditionnel. Mais pourquoi ne pas éventuellement imaginer bon voilà, l'enfant, donc il est éveillé pour son âge, il a l'habitude de se promener dehors, il est curieux, bon, il sort de la maison, il échappe à la vigilance du grand-père. Hein. Je ne sais pas comment il fait, hein, parce que le grand-père est quand même à 10 mètres en train de couper du bois, mais on nous dit quand même qu'il arrive à s'éloigner sans que le grand-père ne voit rien. Bon, admettons. Hein. Donc voilà, il s'éloigne un peu. Il a peut-être pour idée de jouer dans la cabane, hein, puisqu'il semblait que c'était un peu une idée fixe chez Émile de rejoindre la cabane pour aller jouer. On peut imaginer que d'autres enfants de la famille se trouvent déjà sur place en train de jouer près de la cabane, sous par exemple la surveillance des enfants les plus âgés. Donc il rejoint la cabane. Là, il se passe un accident. Je ne sais pas, il tombe, il est poussé par un autre enfant, il y a une chamaillerie, peut-être que les plus grands ne sont pas contents de voir Émile débarquer alors qu'il est censé être sous la surveillance des grands-parents, donc ils ne sont pas contents, il y a une petite bagarre, une petite chamaillerie, hein, sans penser à mal, mais bref, l'enfant à un moment va faire un accident, il va mal se réceptionner sur la tête, je ne sais pas, hémorragie cérébrale, commotion, bref, il décède accidentellement. Et les enfants, lorsqu'ils se rendent compte qu'il est décédé, peut-être prennent peur. Ils ont peut-être peur d'aller avouer ensuite au grand-père ce qui s'est passé. Je ne sais pas, hein, je dis n'importe quoi, mais on peut imaginer éventuellement que les plus âgés prennent peur de la réaction du grand-père et décide de se débarrasser du corps d'Émile. Alors après, ça peut paraître un peu tiré par les cheveux, hein, on peut se dire mais pourquoi, blablabla, mais je ne sais pas, hein, c'est une hypothèse que j'aimais comme ça. Et donc, par exemple, ceux qui ont un vélo pourraient l'amener. Voilà, c'est des gamins de la campagne, hein, ils ont l'habitude de faire du VTT, j'imagine, dans des coins un peu accidentés. Donc, ils prennent le vélo, ils embarquent Émile avec eux, ils font plusieurs kilomètres, hein, plusieurs kilomètres, donc suffisamment éloignés du hameau. Et là, ils se débarrassent du corps à un endroit totalement isolé, caché de tous et qu'on ne peut pas retrouver comme ça facilement. Et ensuite, ils reviennent comme si de rien n'était. Et dans ce cas-là, les grands-parents ne sont pas au courant de ce qui s'est passé. Voilà. Parce que c'est vrai que moi, à un moment, je me disais, bon, bah, l'hypothèse de l'accident domestique, voilà, c'est possible. Les grands-parents sont impliqués dans sa disparition, et voilà. Mais là, je m'interroge, je me dis, mais si les grands-parents sont réellement impliqués dans la disparition de leur petit-fils, ce qui pourrait être envisageable, hein, comment expliquer qu'ils contactent la gendarmerie aussi rapidement? C'est-à-dire que voilà, l'enfant, il a été vu vivant pour la dernière fois aux alentours de 17 heures. Un peu plus d'une heure après, les gendarmes débarquent sur place chez les grands-parents. Voilà. Alors, si les grands-parents étaient responsables, pourquoi déjà ils auraient été prompts à alerter la gendarmerie pour les prévenir que l'enfant avait disparu? Et comment ils auraient pu, dans un laps de temps assez restreint, c'est-à-dire en une heure, se débarrasser du corps, c'est-à-dire
le déplacer et s'en débarrasser loin du hameau, puisqu'il se doutait bien qu'une fois sur place, ensuite les gendarmes allaient mener des fouilles dans la maison, le jardin, dans le hameau et aux alentours. Donc voilà, si je me mets à leur place, qu'il y a un accident et que je décide, pour X raison, de faire croire à une fugue de l'enfant, dans ce cas-là, je ne vais pas contacter la gendarmerie tout de suite, quoi. Enfin, je vais laisser passer plusieurs jours. Là, Émile, c'était les grandes vacances, il y a plusieurs enfants. Je veux dire, personne ne se serait inquiété de sa disparition avant quelque temps. Ils auraient pu laisser passer quelques jours, histoire d'échafauder un plan et de pouvoir éloigner, enfin déplacer l'enfant en toute tranquillité sans que personne leur demande rien. Donc c'est vrai que ça penche pas, ça penche un peu en leur faveur justement, ça confirme pas un peu la piste d'une éventuelle responsabilité des grands-parents. Sinon, pourquoi contacter les gendarmes aussi rapidement? Et comment ont-ils fait pour se débarrasser du corps si facilement en 1 heure de temps? Enfin, ça paraît assez étrange. Par contre, si effectivement les grands-parents ne sont pas, qu'il y a eu un accident, Émile a été victime d'un accident domestique, mais que les grands-parents ne sont pas impliqués et ne sont pas au courant de cet accident, bah là, leur attitude paraît logique. Le fait qu'ils contactent les gendarmes rapidement, ça paraît assez logique. Donc voilà, je pense que c'est intéressant de savoir, mais bon, je pense que dans le cadre de l'enquête, ils doivent envisager toutes les hypothèses et les pistes, mais je trouve que ce serait intéressant de savoir quel était l'emploi du temps des enfants de la famille au moment de la disparition d'Émile. À quoi étaient-ils occupés? Est-ce qu'ils étaient toujours dans la maison? Est-ce qu'ils étaient partis se promener? Est-ce qu'ils étaient partis voir des copains? Est-ce qu'il y avait éventuellement d'autres adultes présents au domicile? Parce qu'on nous parle d'enfants, mais est-ce qu'il n'y avait pas éventuellement des amis ou des personnes de l'entourage qui étaient présentes provisoirement? Voilà. Parmi les enfants, notamment les plus âgés, est-ce que certains avaient leur permis? Est-ce que certains, donc leur permis de conduire, est-ce que certains conduisaient un véhicule? Est-ce qu'ils avaient une voiture à eux? Quel était leur emploi du temps exact, quoi, pour vraiment savoir si ils peuvent être éventuellement impliqués dans la disparition du petit Émile. Voilà, pour moi c'est une piste qui pourrait être envisageable, c'est-à-dire un accident domestique, mais les grands-parents ne sont pas impliqués, ne sont pas au courant, et il s'est passé quelque chose entre les enfants. Et certains enfants auraient dissimulé le corps ou l'auraient emmené suffisamment loin pour qu'il ne puisse pas être retrouvé. Alors après c'est une piste, c'est une piste parmi tant d'autres, je ne dis pas que c'est ça qui s'est passé, mais je trouve que effectivement l'emploi du temps de tous les enfants présents mériterait d'être vraiment, vraiment étudié à la loupe. Voilà. Donc espérons qu'on en sache plus très prochainement et que les enquêteurs puissent enfin avoir une piste concrète et des indices tangibles qui puissent les mener vers un dénouement et qu'on puisse enfin retrouver le petit Émile. Même si malheureusement, plus de 2 mois après, je pense qu'il y a peu de chances de le retrouver vivant, mais qu'au moins on sache la vérité. Voilà, affaire à suivre.